grossesse aussi concourt, disons, à l'insurgence, c'est-à-dire à l'augmentation de la tension artérielle. Et c'est important pour la femme enceinte d'avoir justement un suivi parce que la tension très élevée pendant la grossesse, nous savons tous que ce n'est pas très bien. Ça crée des problèmes d'avortement, ça crée des problèmes de monnaie, ça crée même parfois des problèmes chez la patiente, chez la femme enceinte, avec des hémorragies cérébrales et autres. Donc c'est toujours important de mesurer aussi la tension pendant la grossesse. Mesurer la tension, on veut bien, docteur. À quel moment, y a-t-il une périodicité pour mesurer sa tension comme ça? Un bon matin, on se réveille et dit, mais tiens, je vais à l'hôpital pour contrôler ma tension, mesurer ma tension. Est-ce qu'on peut se dire, bon, maintenant que j'ai mesuré aujourd'hui, je peux attendre un mois ou une semaine? Combien? Il y a une périodicité? Oui, mais si on mesure la tension, elle est normale, avec des valeurs vraiment normales ou bien optimales même, c'est-à-dire 120 sur 80. Un patient peut même passer des mois sans la mesurer. L'essentiel est peut-être de ne pas passer un an sans mesurer la tension. Et les patients, par contre, qui sont borderline, c'est-à-dire qui ont des tensions qui vont de 130 à 140, il faut qu'il la mesure un peu plus fréquemment parce qu'à partir de 140 en montant, on parle d'hypertension. Donc, un patient, par contre, qui est généralement un peu hypotendu, on peut dire, c'est-à-dire en dessous de 110 et tout, il peut la mesurer chaque 6 mois, il peut la mesurer chaque 1 an. Mais par contre, un patient qui est déjà vers une tension, on dit normale haute, c'est-à-dire entre 130 et 139, doit la mesurer un peu fréquemment, surtout s'il a d'autres facteurs de risque. Surtout s'il a d'autres facteurs de risque, s'il est peut-être diabétique, là encore, il y a un problème, docteur. Dans ce cas, il devrait la mesurer un peu plus fréquemment. La tension comme le diabète, c'est pratiquement comme le même problème parce qu'on n'a pas cette culture de contrôler la glycémie pour savoir si on ne souffrerait pas du diabète ou sinon d'une hyperglycémie. Ça aussi, c'est un problème. Ça aussi, c'est un problème. Ce serait aussi important justement de sensibiliser la population sur cette pathologie parce que c'est aussi une des pathologies, comme on disait, qui a des complications très, très graves. Donc, le plus tôt on dépiste une maladie comme celle-là, le mieux est parce qu'on la prend en charge, on la traite et on évite les complications. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris avec moi, d'ailleurs, comme dit le docteur tout à l'heure, la tension, il faut la mesurer de temps à autre. Il ne faut pas qu'on attende qu'on soit malade, qu'on se retrouve à l'hôpital pour savoir, pour qu'on contrôle d'ailleurs la tension. Il faut la mesurer de façon permanente quand on a le temps. On doit mesurer la tension comme la glycémie, d'ailleurs, quand on a la possibilité de contrôler sa glycémie, ce serait important de pouvoir contrôler sa glycémie. Vous savez, comme vous le connaissez depuis très longtemps, que l'émission DigiSanté, c'est bien sûr une émission interactive avec vous. Nous allons vous donner donc la possibilité de pouvoir poser, bien sûr, une question au docteur qui est ici sur le plateau sur la question, ou sinon la thématique n'est autre que l'hypertension. Et peut-être après cela, nous aborderons donc la question liée à la prise en charge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous allons déjà prendre ce téléspectateur qui est en ligne. Allô? Allô? Voilà, il va arriver. Donc, docteur, parlons-en déjà de la prise en charge, le traitement, ou sinon le suivi d'un hypertendu. Comment ça devrait se passer ou comment ça se passe? Ok. Alors, comme on disait tantôt, c'est une prise en charge globale. Chaque patient qui arrive, qui est hypertendu, on calcule, disons, son risque cardiovasculaire et on le catégorise dans un groupe. Il y a ceux à risque faible, ceux à risque modéré, ceux à risque modéré élevé, à haut risque et à très haut risque. Et chaque patient, dans la catégorie dans laquelle il se retrouve, a une prise en charge, disons, pharmacologique différente. Parce qu'il y a différentes classes de médicaments qu'on peut utiliser dans la prise en charge de l'hypertension. Comme je disais tantôt, les patients à faible risque, c'est-à-dire qui sont peut-être hypertendus de premier grade et qui n'ont aucun autre facteur de risque, généralement, on a tendance à les mettre sous un régime alimentaire, à leur demander de changer leur style de vie. Et par contre, les patients qui se retrouvent avec peut-être la tension à très haut, de troisième grade, donc très élevée, plus de 180, et avec plusieurs facteurs de risque, on est obligé déjà de les mettre sous la thérapie pharmacologique. Et généralement, ces patients, on les met déjà sous une thérapie combinée. Pas seulement une classe de médicaments, mais au moins 2 classes de médicaments ensemble. Et ces médicaments-là, si le patient commence à les prendre, on attend 1 mois, parce que généralement, l'effet est total vient après 3 mois. Donc, après 1 mois, autant pour moi.
Après le mois, on revoit le patient pour le contrôle, pour vérifier si le traitement qu'on avait eu à mettre a fonctionné. Et quand on parle de fonctionner, ça veut dire que les valeurs de la tension sont rentrées à la normale. Okay. La normale, chez un patient qui n'est pas diabétique, c'est 140 sur 90, donc en dessous de 140 et 90. Par contre, si le patient il a d'autres facteurs de risque comme le diabète ou alors il a l'insuffisance rénale, la tension devrait descendre jusqu'à 130 sur 80. Donc, c'est comme ça, donc chaque fois qu'on voit le patient, on mesure cette tension. Et le patient aussi, pendant le mois du traitement, devrait mesurer sa tension de temps en temps pour qu'on puisse avoir un suivi, pour qu'on puisse voir comment ça a évolué durant le mois du traitement. Et à la fin du traitement, on va évaluer les valeurs de la tension qu'on aura et on va décider comment procéder avec ce patient. Si la tension s'est régularisée, c'est-à-dire ça a eu les valeurs dont on parlait maintenant, on va continuer avec ce traitement comme ça. Alors, je vais revenir à vous tout à l'heure, docteur. Nous allons prendre notre partenaire qui n'est autre que le téléspectateur qui est en ligne. Allô? 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 Veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur si vous voulez poser une question sur la thématique du jour, s'il vous plaît. Allô? Voilà, elle va revenir, cette téléspectatrice, je crois. Alors, la tension en tant que telle, l'hypertension, j'allais dire, c'est une maladie chronique? C'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique qui demande un traitement chronique. Ah, mais ça, c'est très important de le savoir. Un traitement à vie. Et c'est important vraiment de le dire parce que beaucoup de patients commencent le traitement. Quand la tension se normalise, ils suspendent le traitement et parfois sans l'avis du médecin. Ça, c'est pas bien parce que à peine on suspend le traitement, la tension reprend ses valeurs élevées. Donc, le traitement, c'est un traitement à vie qui est modulé, qui peut être modifié tout au cours du traitement. Ça veut dire quoi? Si je commence le traitement avec des dosages de médicaments au maximum, peut-être après je me retrouve à avoir une tension qui se normalise ou qui baisse même. On peut réduire les doses, mais on ne suspend pas le traitement. Qui est le spécialiste qui devrait prendre en charge un hypertendu? Est-ce qu'il y a le spécialiste ou le généraliste? Quelle est la catégorie? Disons, alors, même le généraliste peut prendre en charge un patient hypertendu, même si c'est une pathologie, disons, qui entre dans le plan cardiologique. D'accord. Mais le généraliste, et disons, l'hypertension en général, ça touche les patients, disons, qui ont beaucoup de facteurs de risque, dont diabétiques parfois, certains avec l'insuffisance rénale. Donc, on se retrouve parfois à plusieurs spécialistes à suivre un patient. Un patient peut avoir le néphrologue, qui, sur son plan rénal aussi, suit l'hypertension. Le diabétologue, l'endocrinologue qui suit le diabète, mais aussi qui regarde l'hypertension. Le cardiologue qui regarde l'hypertension, parfois avec des complications d'insuffisance cardiaque, d'angine de poitrine et tout ça. Mais comme je disais tantôt, même le généraliste peut suivre un patient hypertendu. Vous savez que, mais, disons, il suit le patient hypertendu, mais parfois quand il se sent... Il n'est plus en grade, disons, à mesure de suivre ce patient parce que peut-être il se rend compte qu'il y a des complications. C'est toujours important de référer le patient vers le spécialiste, c'est-à-dire le cardiologue. Y a-t-il une principale complication dans le cadre de l'évolution, bien sûr, de cette maladie qui, d'une manière ou d'une autre, a été peut-être mal soignée, il faut le dire comme ça, ou sinon a été prise en charge de façon tardive? L'évolution en tant que telle ou la complication immédiate? Alors, disons, une hypertension qui n'est pas traitée peut causer beaucoup de complications qui vont vers les troubles cardiovasculaires, l'angine de poitrine, les infarctus cardiaques avec des crises cardiaques, des AVC, comme ce qui arrive très fréquemment, des problèmes d'insuffisance rénale. Des problèmes d'insuffisance rénale parfois qui arrivent à demander la dialyse. Donc, si un patient est hypertendu, c'est toujours important quand même qu'il voit le spécialiste pour qu'il soit, disons, catégorisé, pour qu'il puisse être vu dans l'ensemble, disons, de sa pathologie, évaluer l'atteinte d'organes, si déjà il y a le cœur qui atteint, si déjà le rein qui a un problème, s'il y a un problème au niveau cérébral, s'il y a un problème au niveau oculaire. C'est important de contrôler toutes ces choses-là. Parce que dépister rapidement, par exemple, une hypertrophie ventriculaire gauche au niveau cardiaque, nous fait déjà comprendre que l'hypertension a déjà créé des dégâts. Commence à créer des dégâts. Et ce serait important aussi d'expliquer tout cela aux patients de manière à ce qu'ils se rendent compte de sa pathologie et des complications que ça peut porter. Parce que ça commence par là. Et puis après, ça va arriver à l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, par contre... il n'y a pas un traitement en tant que tel, je peux dire. On va donner des médicaments pour pouvoir soulager le patient, mais quand on arrive en insuffisance cardiaque, le cœur est fatigué. Bien entendu. Et évitons donc cela.
Nous allons prendre ce téléspectateur qui est sûrement en ligne. Falsi, de l'autre côté, il y a bien sûr un téléspectateur. Vous le mettez en ligne comme ça. Ce dernier pourrait peut-être comme ça poser une question au docteur au sujet bien sûr de la thématique du jour. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Allô? Alors, nous avons des petits soucis avec le direct. Comprenez par là que ce sont là, comme je l'ai toujours dit, des aléas liés bien sûr au direct. Nous prenons ce téléspectateur, pardon, je vais arriver. Fall, il est en ligne bien sûr. Allô? Oui, allô? Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, vous avez une question à poser au docteur. Oui, une première question. Où est-ce qu'on peut contacter le docteur? Il n'y a pas d'adresse. J'appelle de Pointe-Noire. Le docteur à Brazzaville ou à Pointe-Noire? On va y arriver tout à l'heure, avant la fin de l'émission. On va vous donner donc les informations sur où est-ce que vous pouvez trouver le docteur. C'est la première réponse. La deuxième question? Oui, la deuxième... Pardon? La deuxième question, vous avez une deuxième question? Oui, ma question c'est juste d'abord, où est le docteur? Pour le contacter directement, pour les consultations. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure, pour ne pas parler au nom du docteur, on va vous donner les informations sur où est-ce que vous pouvez rencontrer le docteur. Juste avant la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Fall, nous allons prendre un deuxième téléspectateur qui sûrement est en ligne. Allô? Allô? Des petits soucis du côté technique. Allô? Voilà donc, docteur, on continue avec vous, bien sûr, sur la question liée à la prise en charge. Je disais tout à l'heure qu'il fallait peut-être s'adresser à un spécialiste. C'est-à-dire, c'était important quand même de prendre, que cela soit pris en charge par un spécialiste, vu l'ampleur, bien sûr. Allô? Bonjour. Bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Je comprends avec vous qu'il y a un petit souci technique de l'autre côté, on va y arriver. Voilà, docteur. Alors, vous qui êtes spécialiste, vous savez que c'est toujours pas facile comme ça. Déjà, en fonction des appels que nous recevons, en fonction des malades que vous recevez, vous comprendrez par là qu'il y a un problème au niveau de la prévention. Oui. Vous avez peut-être comme ça des stratégies que vous mettez souvent en place, ou sinon que vous mettrez en place, pour que les malades ne viennent pas vous voir quand ils sont malades, mais qu'ils arrivent à prévenir cela. Quelles sont ces stratégies? Disons, la prévention, c'est important. La stratégie n'est pas toujours sur le plan, disons, personnel médical. Donc, chaque médecin qui devrait... C'est déjà important que, disons, le médecin face au patient parle de ça, parce que parler de la pathologie, expliquer les risques de la pathologie, pousse peut-être les patients à mesurer la tension, à prévenir les complications. Mais disons, moi, je pense que la stratégie serait beaucoup plus... grande, disons, sur le plan médical, sur le plan du ministère de la Santé publique, il devrait faire des campagnes de sensibilisation au niveau des populations, des campagnes de sensibilisation au niveau de la télévision, les campagnes de sensibilisation à tous les niveaux pour informer les populations de la pathologie et de la possibilité du traitement, de la possibilité de... Et puis même des complications, parce que peut-être si... Oui, nous allons prendre ce téléspectateur, excusez-moi docteur. Allô? Allô? Oui, allô? Alors, moi je voudrais donc informer aux téléspectateurs que quand le médecin est en train d'expliquer, la priorité est d'abord à l'explication du médecin, et puis après vous pouvez donc comme ça poser une question. S'il y a déjà un téléspectateur, on peut le prendre en ligne. Allô? Allô? Voilà, docteur, vous étiez en train de parler de la stratégie globale. Voilà. Et puis, à notre niveau, nous, ce que nous faisons comme médecin, moi, ce que je fais comme médecin, c'est je parle avec mes patients. Quand les patients, je vois un patient, peut-être, je dépiste un patient hyper tendu. J'essaie de lui expliquer ce que c'est que la pathologie, les possibles complications. Et j'essaie de lui expliquer que c'est important d'observer le traitement parce que, généralement, comme c'est une maladie qu'on parlait, comme on disait tout à l'heure, insidieuse, silencieuse, qui ne fait pas mal, qui ne donne aucun symptôme, les patients ont tendance à la négliger et à ne pas la prendre au sérieux. Par contre, c'est une maladie qui devrait vraiment être prise au sérieux vu les complications qu'elle cause. Donc, c'est ce rapport médecin-patient qui est aussi, disons, une forme pour pouvoir passer le message, quoi. Passer le message à peut-être un patient qui va aussi passer le message à sa famille, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça la chaîne. Et parfois, nous organisons, disons, des campagnes de dépistage même. Des campagnes de dépistage gratuits pour pouvoir mesurer la tension aux patients qui ne le font pas le plus souvent. Et peut-être, ils voient, il y a la campagne de dépistage gratuit là-bas, je m'en vais mesurer la tension. Et beaucoup de patients sont dépistés aussi de cette manière-là.
Il y a une histoire que je voudrais donc vous expliquer, en fait, peut-être pas une histoire, mais en fait c'est un fait. Il arrive qu'on rencontre des jeunes, des adultes, des personnes qui se promènent avec des tensiomètres au cou, en fait, qui font donc, qui passent au niveau dans les ruelles pour le dépistage bien sûr de la tension, sinon pour mesurer, vulgairement appelé, cette tension artérielle. Alors quel est le risque qui puisse arriver à un malade dont la tension a été mal mesurée, mal dépistée? Justement, un patient qui est peut-être hyper tendu. Et qui fait ce genre de contrôle de mesuration, et peut-être en mesurant, la tension est normale. Voilà. Donc, parce que l'appareil peut-être n'est pas un bon appareil. Ou parfois le professionnel n'est pas un bon professionnel, justement, n'est même pas un professionnel. Voilà. Donc, il ne dépiste pas la pathologie. Et le patient est chez lui, il dit, oh, moi j'ai mesuré la tension hier et la tension était normale. Par contre, la tension n'est pas normale. C'est pourquoi on demande aux patients d'aller mesurer la tension dans les centres de santé, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies aussi, mais pas dans la rue de manière comme si... Ça, c'est pas professionnel, c'est pas médical. Est-ce que c'est difficile pour un agent de santé, un personnel médical, quoi qu'ayant appris, est-ce que c'est difficile quand même de contrôler ou de mesurer, pardon, ou de dépister la tension artérielle? C'est donné à n'importe qui? Il existe aujourd'hui des appareils automatiques. Si l'appareil automatique est un bon appareil, bien calibré, c'est pas difficile. Et même avec les appareils, disons, manuels, quand on a bien appris, qu'on a été bien formé, c'est pas difficile de mesurer la tension. Docteur, nous approchons donc pratiquement de la fin de notre émission. On a encore quelques minutes, bien entendu. Nous allons prendre le paramètre lié, bien sûr, à la prévention. J'insiste là-dessus. Vous avez tout à l'heure parlé des campagnes de dépistage qui seraient importantes à organiser pour faire de telle sorte que les populations bénéficient, bien sûr, de ces mesures. Parce que c'est très important que chacun arrive à mesurer la tension pour savoir dans quel état il se trouve. Alors, parlez-nous un peu, je reviens sur la question de la prévention. Oui, ça c'est vrai. Il faut que le malade, ou sinon la population se déplace pour aller à l'hôpital. Y a-t-il une autre stratégie? Au-delà de cela, y a-t-il une autre stratégie qui inciterait? C'est plus important quand il s'agit d'un spécialiste qui nous explique. Je voulais donc vous dire, y a-t-il un message approprié à lancer à l'endroit des téléspectateurs? Le message de celui-là dont on parlait avant, dont ça dit la mesuration de la tension, mesurer la tension de temps en temps. Mesurer la tension de temps en temps pour pouvoir dépister le plus tôt possible la pathologie. Et puis, comme on disait, et comme à travers cette émission, l'information. C'est-à-dire informer, parce que si quelqu'un n'est pas informé, il n'est pas, disons, il est ignorant, il peut être malade et ne même pas tenir compte de sa pathologie. Donc l'information est importante. Et à travers cette information, dont on essaie de passer le message aux patients, de mesurer la tension, de pouvoir modifier les facteurs qui sont modificables, c'est-à-dire l'obésité, les patients obèses, ils peuvent faire un régime alimentaire, l'alcool, parce que l'abus d'alcool aussi est un facteur de risque important, le tabagisme, tous ces trucs-là. Donc, c'est-à-dire à travers les émissions comme celle-ci, à travers les campagnes de sensibilisation faites par le ministère, par le ministère de la Santé, on passe ce message à la population de mesurer la tension et de modifier le mode de vie. Le mode de vie, bien sûr. Un peu d'activité physique, manger les aliments pas très gras, manger beaucoup de légumes, arrêter l'abus d'alcool, la cigarette et tout ça. Et c'est important. Dans le cadre du suivi, est-ce qu'un malade peut comme ça se décider de pouvoir prendre un médicament? Je prends le cas, quelqu'un qui est suivi par vous, je prends le cas, permettez la tautologie, il se dit, ben, ma tension par exemple de 15,9, je prends un exemple. Alors, est-ce qu'il peut comme ça se décider seul de pouvoir prendre un médicament dès lors qu'il sait que c'est d'habitude ce médicament qu'il prend? Ou bien il doit d'abord revenir en consultation pour que vous puissiez lui expliquer pourquoi est-ce que ça a encore augmenté un tout petit peu? C'est toujours mieux de consulter le médecin. C'est toujours mieux de consulter le médecin avant de décider tout traitement. Il vous arrive comme ça d'organiser des formations à l'endroit du personnel de santé, question de leur donner les outils nécessaires qui leur permettraient bien sûr de prendre parfois les malades
qui peuvent être prises en charge à leur niveau. Bien sûr. Parce que c'est ça aussi le problème. Justement. Rencontrer les spécialistes, ce n'est pas facile. Docteur. Évidemment. C'est pourquoi je disais tantôt, même le médecin généraliste est en mesure de prendre en charge un patient hypertendu. Généralement, si c'est une hypertension simple, sans beaucoup de facteurs de risque, sans facteurs de risque associés, juste une hypertension, un médecin généraliste pourrait mettre en cours un traitement et suivre le patient. Mais parfois, quand le patient commence à se retrouver avec des complications, ou alors le médecin généraliste dit, bon, j'ai suivi ce patient avec l'hypertension depuis je sais combien d'années, peut-être c'est mieux si une fois par an, bien je sais pas, qu'il consulte quand même le spécialiste pour que le spécialiste essaye de voir si la situation de ce patient suit un bon cours, un parcours, s'il est en train de suivre un bon parcours, pour éviter justement de se retrouver dans les cas où les patients arrivent quand ils ont déjà une insuffisance cardiaque ou bien sont déjà en insuffisance rénale. Justement, comme la question du téléspectateur de tout à l'heure. D'ailleurs, je profite de présenter toutes mes excuses aux téléspectateurs qui sont en train d'appeler. Nous avons constaté qu'il y a un petit problème technique au niveau donc, de la régie qui ne nous permet pas donc, de vous mettre en ligne pour que vous puissiez poser des questions, pourquoi pas faire des suggestions. Toutes mes excuses pour la première fois parce que cela ne nous arrive pas souvent. Excusez-nous pour ce désagrément qui n'est pas volontaire du tout. Alors, consultez le spécialiste. C'est ce qui n'est pas toujours facile chez nous. Vous êtes à Pointe-Noire, les populations qui nous suivent comprendront que consulter un spécialiste, d'abord, vous n'êtes pas disponible, ou sinon le spécialiste de façon générale, il n'est pas toujours disponible pour tout le monde. La consultation elle-même aussi, elle coûte très cher. Et même quand on a l'argent, je viens de le dire, c'est difficile de vous contacter. Docteur, où est-ce qu'on peut vous voir pour ceux-là qui auront la chance, bien sûr, de vous consulter? Et je rappelle qu'il ne s'agit pas pour nous de faire la publicité d'une structure en tant que telle. Mais moi, je voudrais que si le docteur consulte dans une clinique,